C'est l'histoire d'un jeune inspecteur des finances politiquement ambitieux, d'une puissante banque d'affaires ayant fait sa fortune avant son entrée en politique, et d'un État peu regardant sur le patrimoine de son président. Au point peut-être d'ignorer l'un des plus gros scandales du quinquennat ? L'événement déclencheur de l'histoire que nous allons vous raconter remonte peut-être au 27 septembre 2017. Ce jour-là, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron annonce la suppression de l'impôt sur la fortune. Un an plus tard, il alourdit les taxes sur le diesel. Pour la France d'en bas, il devient le président des riches. C'est le début de la plus grande révolte sociale que la France ait connue depuis mai 68. Pour justifier la suppression de l'ISF, Emmanuel Macron a toujours dit vouloir favoriser l'investissement. L'ISF a un effet pervers lorsqu'il s'agit de taxer celles et ceux qui peuvent réinvestir dans l'économie et donc être utile au financement de votre économie, au financement de l'innovation et quelque part à votre souveraineté. Mais derrière ces grandes tirades, Emmanuel Macron avait peut-être aussi un problème personnel avec l'impôt sur la fortune. Au fil des années, il était devenu son cauchemar. Voici pourquoi. L'histoire d'Emmanuel Macron avec l'ISF commence en 2007. Cette année-là, le président Sarkozy charge Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, d'installer dans les ors du Palais du Luxembourg une commission de grands patrons et d'économistes chargés de relancer la croissance. Parmi les membres de cette commission, Serge Wimbert, qui deviendra patron de Sanofi, Peter Brabeck, patron du géant suisse Nestlé, l'avocat d'affaires Jean-Michel Darrois ou Xavier Fontanet, directeur général d'Essilor. Mais aussi un jeune inspecteur des finances qui va tout faire pour séduire ces barons du capitalisme mondial, Emmanuel Macron. Décryptage du journaliste Mark Endeveld. Emmanuel Macron, au départ, est simple rapporteur. C'est lui qui est chargé d'écrire le premier rapport de la commission Attali. Ensuite, il est tellement aimé par les membres de la commission Attali qu'il devient membre à plein titre lors de la deuxième commission Attali. Et donc, Emmanuel Macron, là, il s'adresse à qui? À l'entre-soi d'une partie du capitalisme français, qui ont d'ailleurs, pour la plupart des grands patrons, du patrimoine accumulé depuis quelques années, de par leur grand salaire à la tête des entreprises. Et donc, ils ont un intérêt direct à supprimer tout ou partie de l'ISF. Et donc, il va s'adresser, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, il va être démagogue, comme c'est la définition de la démagogie, mais il va en tout cas aller dans le sens de son auditoire. En l'occurrence, à l'époque, il faut séduire les membres de la commission Attali, il en a un intérêt direct, et donc il propose la suppression de l'ISF à l'époque. Il était prêt, sur le plan de la fiscalité, à dégommer le symbole de l'ISF, et donc de l'impôt sur la fortune, au sein même de la commission Attali. Ça fait partie des éléments de l'ambigu M. Macron, qui se fait passer, quand il est secrétaire général adjoint de l'Élysée, pour quelqu'un plus de gauche que certains responsables socialistes, enfin en tout cas c'est les responsables socialistes qui me le disent à l'époque, et de l'autre côté, j'apprends qu'à la commission Attali, il a été dans un sens, entre guillemets, dit ultralibéral en proposant la suppression de l'ISF. Sauf que supprimer l'impôt sur la fortune, à l'époque, même Nicolas Sarkozy n'ose pas le faire. Il faut se replacer dans le contexte. À l'époque, ce n'est pas du tout les arbitrages de Nicolas Sarkozy, du Château et de l'Élysée. Il ne souhaite pas aller sur le terrain de la suppression de l'ISF. Et du coup, Jacques Attali non plus. J'ai tenu à ce qu'on maintienne l'ISF. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un impôt... Je n'ai jamais cessé d'être de gauche, même si je présidais
commission transpartisane, mais pour moi, c'est un impôt à la fois symbolique et essentiel. Je pensais que ça aurait été un signal très mauvais à donner en termes de justice sociale que de le supprimer. Et donc, Attali, qui est donc garant, on va dire, de la crédibilité et également de l'acceptation politique de la commission Attali au regard de son principal commanditaire, qui est Nicolas Sarkozy, le président de la République, Jacques Attali va expliquer aux membres de la commission Attali et à Emmanuel Macron lui-même que cette proposition ne peut pas être inscrite dans le rapport de la commission Attali. Après cette première tentative ratée, Emmanuel Macron va faire circuler son CV au sein de la commission. De bonnes fées comme Serge Wimbert ou l'avocat d'affaires Jean-Michel Darrois vont alors le recommander auprès de David de Rothschild, le patron de la plus puissante banque d'affaires franco-britannique. Présent dans 43 pays avec un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2019, Rothschild & Co est leader européen dans les fusions-acquisitions. The Rothschild name is associated with strong values of a family-controlled business. Dans ce film institutionnel, Rothschild parle respectabilité et famille. Le patriarche, David, passera bientôt la main à son fils, Alexandre. Quand il était ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg avait été confronté aux pratiques des banques d'affaires comme Rothschild & Co. Il en a gardé un souvenir mitigé. Le banquier d'affaires, c'est celui qui fait des deals, c'est-à-dire des opérations d'acquisition, fusion ou vente d'entreprises, généralement de taille considérable, et qui reçoit une commission sur la taille de la transaction. Donc si vous vendez une affaire à 16 milliards, vous savez que vous aurez plusieurs centaines de millions à encaisser. Donc c'est un enrichissement sans cause, et surtout qui est causé par une industrie de la transaction qui s'est autonomisée. Donc le banquier d'affaires, il passe sa journée à aller chercher des mandats, c'est-à-dire vous devriez vendre, vous devriez acheter. Et donc c'est la maladie française d'avoir survalorisé cette profession, qui est peuplée des narcs défroqués et qui veulent gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus que leurs semblables, qui a fait que la France, finalement, a passé sa vie à tout vendre. C'est donc cette banque d'affaires, spécialiste en fusion-acquisition, qu'Emmanuel Macron intègre en 2008. Et quand il commence à conseiller François Hollande pour son programme économique en 2010, David de Rothschild se frotte les mains. Le fait qu'un banquier de chez Rothschild, un jeune banquier de chez Rothschild, se rapproche politiquement d'un candidat à l'élection présidentielle entre 2010 et 2012, en l'occurrence François Hollande, du Parti socialiste, du côté des responsables de la banque Rothschild, on regardait ça d'un bon œil, parce que c'était une manière pour la banque de se dire si François Hollande est élu, on aura, entre guillemets, une courroie de transmission, on aura en tout cas au moins quelqu'un à qui parler, pour nous permettre de faire passer des messages auprès du plus haut personnage de l'État, en l'occurrence le président François Hollande. Fin 2010, David de Rothschild coopte Emmanuel Macron dans le Saint des Saints, le cercle très privilégié des 20 associés gérants de sa banque. En 3 ans, le jeune inspecteur des finances va faire fortune grâce à Rothschild. En mai 2012, quand François Hollande le nomme secrétaire général adjoint de l'Élysée, c'est la France 2020, tu vois. Quel est mon agenda au-delà de ça? Les Macron sont donc aisés, d'autant qu'ils ont des biens immobiliers. Au Touquet, Brigitte possède une jolie maison qui sera estimée en 2015 à 1 453 000 €. Emmanuel, lui, est propriétaire d'un bel appartement avec terrasse dans le 15e arrondissement parisien, acheté 890 000 € en 2007. Malgré ce beau patrimoine, entre 2008 et 2015, les Macron vont réussir à ne jamais payer l'impôt sur la fortune. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire.
Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.